Sécurité humaine, formation professionnelle, accueil. Décidez d'agir avec Fiducial Sécurité, l'expert français de la sécurité privée, présente Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. Bienvenue, 19h26 sur Sud Radio, on parle emploi jusqu'à 20h avec Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi. L'auto-entrepreneuriat est-il une solution viable? Bonsoir Jérôme Laverny. Bonsoir Philippe. C'est la question que l'on va se poser en 2020. Le nombre de créations de micro-entreprises a battu un record, plus 9% en 2020. Le nombre de micro-entreprises s'est élevé à 848 000. Facile à créer, souvent en quelques clics. Certains de ces auto-entrepreneurs cumulent même plusieurs métiers. On les appelle les slasheurs. Ces travailleurs qui combinent généralement un emploi dit de raison à un métier de passion. L'auto-entrepreneuriat est-il une solution viable? On va tenter de répondre à cette question avec nos invités que je vous présente dans quelques instants, mais avec vous évidemment, si vous voulez réagir, le numéro du standard de Sud Radio que vous connaissez, mais je vous le redonne, 0826 300 300. Bonsoir Gabriel Alperne. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur Sud Radio. Vous y êtes venu nous parler de votre livre il y a quelques semaines, docteur en philosophie, auteur, voilà. Jérôme Laverny le présente, Tous sans tort, éloge de l'hybridation. Voilà, c'est aux éditions Le Pommier. Denis Jacquet va nous rejoindre dans quelques minutes, entrepreneur, fondateur du mouvement Day One. Denis Jacquet sera en direct de Miami. Voilà, je pense qu'il doit finir de manger. Il va nous rejoindre dans quelques minutes. Il y a 6 heures de moins là-bas, à Miami. Jérôme Laverny, alors c'est vrai que ça a été créé en 2008, le statut d'auto-entrepreneur, sous Nicolas Sarkozy. Et c'est vrai qu'en une dizaine d'années, eh bien, c'est devenu un vrai phénomène. Oui, tout à fait. Alors, au-delà de l'auto-entrepreneuriat, parlons de l'entrepreneuriat tout court, qui est souvent présenté en lien avec l'emploi comme une solution potentielle. Créer son entreprise, créer son emploi. Avec la création de son entreprise, créer un nouvel emploi. Alors, pour le bien et pour le mal, certaines entreprises, parfois, en ont peut-être un petit peu abusé. Je pense notamment à des candidats seniors à qui il était agité la possibilité d'un départ avec une juteuse enveloppe dans la perspective de la création d'une entreprise personnelle. Et encore une fois, l'idée de cette émission, c'est absolument pas de porter au nu, de faire l'éloge de l'auto-entrepreneuriat, mais de voir dans quelle mesure cette voie peut être positive, ce que cela peut traduire aussi dans la vie de manière plus globale pour une personne, un professionnel, mais dans son champ privé également. Alors, disons les choses clairement, cet auto-entrepreneuriat peut être effectivement une excellente marche lorsqu'il s'agit par exemple d'amorcer une entreprise, car, redisons-le aussi clairement, créer une entreprise en France, c'est une aventure ô combien périlleuse, dans laquelle il ne s'agit pas de se jeter de façon complètement aveugle, indiscriminée, et on pourrait là aussi faire le reproche parfois dans un certain nombre de territoires de dispositifs poussant, incitant à la création d'entreprises de façon un petit peu déraisonnable, par des chargés de mission entreprises qui n'ont pas forcément créé eux-mêmes une entreprise de leur vie et qui sont bien absents lorsque les créateurs d'entreprises éprouvent parfois des difficultés 4 ou 5 ans plus tard, d'où l'absence de chargé de mission fermeture d'entreprise. Alors, dans quelle mesure l'auto-entrepreneuriat peut-il être viable, souhaitable? C'est la question de notre émission. Eh bien, pour amorcer une activité, pourquoi pas? Et puis, et c'est plus l'angle aujourd'hui, pourquoi pas d'emprunter une nouvelle voie, une voie parfois radicalement différente. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de se traduire, de se multiplier, cette hybridation qui est tant précisée par l'ouvrage de Gabriel Alperne, donc des pistes absolument passionnantes qui fourmillent de témoignages. Alors peut-être qu'on n'en aura pas forcément, mais il s'agira de s'en faire le porte-voix ce soir. En tout cas, des pistes très intéressantes, y compris du point de vue de la rémunération. Bref, plein de choses à dire. Évidemment. Alors vous parlez de Pôle emploi tout à l'heure et de ceux qui perdent leur travail. C'est vrai que moi je connais beaucoup de seniors quand ils se déplacent à Pôle emploi, tout de suite lorsqu'on leur propose pas un emploi, mais on leur propose le statut auto-entrepreneur, créer une micro-entreprise. Ouais, attention. Non mais c'est vrai. Mais justement, l'idée c'est vraiment, et pour que nos auditeurs le comprennent bien, de pas agiter comme une espèce d'illusion ce spectre de l'auto-entreprise comme un espoir complètement infondé. Ça l'est parfois, et ça l'est encore une fois lorsque c'est complémentaire et lorsque ça correspond
à une amorce d'une activité future, pas dans n'importe quelles conditions, pas pour tout le monde, pas n'importe quand et n'importe comment. Alors, Gabriel Alperne, alors c'est vrai, donc votre ouvrage parle beaucoup d'hybridation. Moi, j'ai parlé des slashers, hein, c'est un phénomène qui vient des États-Unis. Alors, slasher, c'est un anglicisme. Vous savez, slash, c'est sur votre clavier, c'est la petite touche qui sépare dans un CV chef de produit, slash manager, slash. Ça vient de là, les slashers, ceux qui ont plusieurs métiers. Depuis quelques années, il y a cette envie de faire un métier de raison, comme je disais le matin, un métier de passion l'après-midi, d'avoir plusieurs activités, ne pas se cantonner à une seule et même activité. C'est un besoin ou une envie? Oui, alors c'est effectivement très intéressant. On voit, il y a un mouvement, il y a une tendance, que ce soit effectivement dans les chiffres de l'entrepreneuriat, mais même du freelance en règle générale. Et puis, cette question de l'entrepreneuriat, effectivement, de plus en plus prégnante pour les nouvelles générations et pour les générations un peu moins jeunes. Donc, il y a indéniablement un mouvement. Ce que je trouve déjà premièrement important de dire, c'est que je dirais que dans cette idée de création, de commencement, il y a une idée qui est fondamentalement humaine. Il y a plein de philosophes qui se sont interrogés pour pouvoir se demander finalement quelle est la différence entre l'être humain et les autres animaux. Alors on a eu un peu de tout, on a Aristote qui nous dit que l'être humain est un animal politique, bon mais on s'est rendu compte que les animaux aussi peuvent être politiques. Marcel Mauss disait que l'être humain est un animal cuisinier, mais on s'est rendu compte que les animaux aussi peuvent cuisiner. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Saint-Augustin a dit: l'être humain, c'est l'animal du commencement. C'est celui qui est chargé d'apporter du commencement, de créer quelque chose, de prendre l'initiative. Et donc, de ce point de vue-là, ça commence à devenir intéressant. On pourrait dire que l'être humain, c'est presque un start-upper par essence, c'est-à-dire celui qui commence quelque chose. Et je pense que dans le monde du travail, très souvent, que ce soit en termes de management, ou en tout cas l'entreprise ou l'administration telles qu'elles existent, en tout cas ce collectif-là, souvent oublie que chez l'être humain, il y a ce besoin irrépressible de commencer quelque chose, d'être à l'initiative de quelque chose. Et je pense que si les collectifs, administrations, entreprises ont un peu oublié ça, eh bien, je pense que cet auto-entrepreneuriat, ce freelance, ces entreprises qui se créent par dizaines de milliers, je pense que ça vient de là. Voilà. Ce besoin, encore une fois, de liberté. Ouais. Et d'où le succès des statuts entrepreneurs, on va en parler avec Denis Jacquet qui nous a rejoint, et des statuts entrepreneurs. Jérôme Laverny, je vous le dis, en quelques clics, pour une somme dérisoire, voire symbolique, on peut créer son auto-entreprise. Alors, attention, précaution d'usage néanmoins, on ne parle pas ici des auto-entrepreneurs, enfin en tout cas des auto-entrepreneuriats qui seraient une substitution masquée d'emplois salariés. Oui, alors on va en parler parce que parfois on abuse certaines entreprises et certains secteurs. Et de plus en plus. Mais alors par contre, pour le coup, puisqu'on parle de l'ère du temps, c'est vrai qu'un certain nombre d'entreprises, et on s'en est fait l'écho ici sur ce plateau, éprouvent de grosses difficultés de recrutement, mais éprouvent également de grandes difficultés dans l'après, c'est-à-dire dans la capacité qu'elles ont à pouvoir capter de futurs collaborateurs. Or, il se trouve que on ne peut faire autrement qu'élire une certaine envie, une certaine aspiration d'un certain nombre de personnes aujourd'hui d'hybrider leur vie, d'essayer de changer de temps en temps, de papillonner si on veut le voir de façon un petit peu négative. Or, cette voie peut être une opportunité de pouvoir le faire à moindre risque. Autrement dit, en gardant une activité salariée par exemple à mi-temps et de faire une activité radicalement opposée, mais de façon amoindrie du point de vue du risque sur un autre champ, sur un autre mi-temps. Et ça c'est une particulière bonne voie. D'ailleurs, les moines l'ont montré. Jacques Dallarin, l'historien, l'a montré. Combien les moines, avec l'opus et le labor, mêlaient métier intellectuel et métier manuel dans une même journée. Au final, c'est vieux comme Hérode, cette affaire. Sauf que là, ça se met en place et les carcans sautent un petit peu de ces rigidités qu'on éprouvait dans un certain nombre d'entreprises qui, aujourd'hui, sont dans la nécessité, de toute façon, d'être confrontés au fait accompli. Denis, oui, allez-y. Pardon. Effectivement, parce que les entreprises pourraient voir ça comme une menace. Je pense qu'au contraire, pour elles, ça peut être une force. C'est-à-dire, parce que les entreprises sont très souvent, quand même, closes sur elles-mêmes. Et le fait d'avoir des salariés qui ont aussi un pied dehors, je pense, permettre une sorte d'ouverture d'esprit, mais aussi d'ouverture de secteur.
ouverture de métier. Il y a quand même souvent un dogmatisme par rapport à son métier, son secteur, ce que l'on pense faire par rapport à ses clients. Et je pense que pour le coup, cette capacité des salariés à aussi avoir un pied dehors, je pense peut être extrêmement bénéfique pour l'entreprise. Quand c'est bien utilisé et quand il n'y a pas de dérive. Exactement, oui, quand c'est une vraie volonté de la part des salariés. Une entreprise nous a confié récemment combien elle avait peine à communiquer sur le fait qu'un certain nombre de ses salariés, pourtant de plus en plus croissants du point de vue du nombre, exerçaient une activité en marge radicalement différente parce qu'elle y voyait la voie potentielle d'un amoindrissement de son image positive. Or non, finalement, ça fait partie de l'air du temps et pourquoi pas cette bulle de respiration, ces bulles d'air qui permet de respirer. Denis Jacquet est avec nous. Bonsoir Denis. Bonsoir. Voilà, en direct des États-Unis, entrepreneur, fondateur du mouvement Day One. L'auto-entrepreneuriat est-il une solution viable? C'est la question que l'on se pose. Mon cher Denis Jacquet, alors tiens, j'aimerais avoir votre avis en tant qu'entrepreneur sur ces micro-entreprises que l'on peut créer en quelques clics pour pas cher. On connaît les dérives et les abus parfois de certaines sociétés qui proposent, plutôt que d'embaucher quelqu'un, on lui propose l'auto-entrepreneuriat, on lui propose de facturer. Bon, j'imagine que... Et on le propose de plus en plus. On va parler de cette dérive avec vous dans quelques instants. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, ce statut auto-entrepreneur, Denis Jacquet, depuis une dizaine d'années maintenant? Est-ce que c'est ça la modernité dans le monde du travail? Est-ce que c'est le futur du travail, l'auto-entrepreneuriat? Est-ce que c'est l'avenir? Je pense que c'est une tentative d'avenir dans un monde européen principalement, qui reste arc-bouté sur le passé. C'est-à-dire qu'on veut continuer à persuader les Français en particulier et un certain nombre d'autres que le droit du travail, le droit social, la façon dont elle est construite est une protection. En fait, il est une protection exclusivement pour ceux qui sont à l'intérieur d'un système, mais c'est juste une catastrophe pour les autres. Et la plupart du temps, c'est souvent aussi, sous prétexte de protection, une condamnation à la pauvreté. Moi, je prends toujours le même exemple à peu près idiot, mais que je ne trouve pas si idiot. C'est que quand un marché fonctionne, il peut être à l'avantage de l'un ou de l'autre. En droit français, il sera toujours exactement le même. C'est-à-dire que si vous êtes serveur dans un restaurant protégé par ce magnifique droit français du travail qui grossit de 20% tous les ans, à 55 ou 60 ans avant de prendre votre retraite, vous serez toujours à 2 000 € parce que c'est la convention collective. Aux États-Unis, où il n'y a pas de fixe, ou très peu de fixe, ici, moi je vis aux États-Unis, dans des villes qui crépitent comme ici à Miami, non seulement on ne trouve pas de serveur en ce moment, quand vous en trouvez, là, le restaurant qui est juste en face de chez moi, qui est un Italien arrivé de New York, le salaire moyen des serveurs est de 8 à 10 000 $. Bon, ça n'arrivera jamais à un Français. Donc, ça signifie que ce qu'on a cru proposer aux Français pour les protéger, c'est retourner contre eux, ça les cantonne dans la pauvreté ou dans une forme d'indigence. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'en France, on a des travailleurs pauvres, mais aussi en Allemagne, en Italie, en Angleterre, on a des travailleurs urbains pauvres. Donc je pense que l'auto-entrepreneuriat, c'était un signe du temps qu'Hervé Novelli avait un peu senti avec d'autres autour de lui quand il a mis ce statut en France. C'était le fait que de moins en moins, vous et moi, et surtout la nouvelle génération, on n'aime pas l'engagement. Donc, on ne voit pas l'intérêt de s'engager avec une entreprise quand on sait que quand on a 20 ans aujourd'hui, on fera au moins 12 entreprises dans sa vie. Donc, pourquoi s'engager sur un contrat à long terme? Et après, on parlait des dérives, mais néanmoins, on y reviendra tout à l'heure. Mais finalement, quand on est entrepreneur de PME comme moi, on sait très bien que c'est quasiment impossible, très risqué, très dangereux d'embaucher quelqu'un. Parce que c'est très difficile de le faire sortir s'il y a un problème. Donc, du coup, à un moment donné, l'auto-entrepreneuriat, c'est la liberté pour salarié, c'est la liberté pour l'entrepreneur aussi, qui retrouve une forme de flexibilité dont il a lui-même besoin pour survivre. Donc, on retrouve des règles de la nature qui sont assez normales et que le droit a voulu nous faire oublier. Donc, je pense qu'il y a une obligation de résistance. Alors, la dernière petite chose, et j'arrête par là, on a voulu adapter des États-Unis une notion qui était le self-employed. Et on a appelé ça en France, parce que Hervé était très entrepreneur, auto-entrepreneur. En fait, c'est là où il y a un hiatus. C'est-à-dire qu'on a dit, mais ce n'est pas des entrepreneurs, c'est des salariés déguisés. En fait, à l'origine, on voulait faire un vrai statut de l'auto-salarié et non pas de l'auto-entrepreneur. Et d'ailleurs, 80% des auto-entrepreneurs ne deviennent jamais entrepreneurs au sens où moi je le conçois. Donc, ça veut dire qu'on aurait dû l'appeler auto-salarié et tout à coup, plus personne n'aurait plus rien à dire, ok, il est chez Deliveroo, il est auto-salarié, il n'est pas salarié Deliveroo, où est le problème?
Mais comme on a appelé ça auto-entrepreneur, on dit hop, 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 hop. C'est du travail masqué, ce que je trouve une aberration, une démagogie à la fois intellectuelle et juridique catastrophique par des juges d'extrême gauche dont on sait qu'ils alimentent toute la justice française. Et ça, c'est un autre débat qu'on aura tout à l'heure. C'est votre avis, c'est un autre débat. Alors, Jérôme Laverny, bien sûr, Jérôme Laverny et Gabriel Alperne, j'aimerais avoir votre avis sur ce qu'a dit Denis Jacquet. Tiens, d'ailleurs, sur cette notion de travailleurs pauvres, de précarité, effectivement, pas d'ascenseur social quand on est salarié avec toutes les conventions collectives et les protections. C'est vrai qu'on a du mal à être augmenté, à revoir notre salaire, à gravir les échelons. Est-ce qu'avec l'auto-entrepreneuriat ou l'auto-salariat, comme le dit Denis Jacquet, est-ce que ça peut aider à long terme, évidemment, à monter les marches d'escalier, à gravir les étapes, à gagner beaucoup plus? Alors gravir, je ne sais pas, mais c'est vrai que si l'on parle en termes de rémunération, il se peut, je dis bien il se peut, il ne faut pas l'ériger en règle, que dans un certain nombre de cas où un salaire est complètement figé parce qu'il ne connaîtra pas d'évolution pour X ou Y raison, des grilles par-ci, enfin bref, une culture de l'entreprise par-là, il se peut très bien que cette activité complémentaire vienne offrir une augmentation potentielle, en tout cas une perspective d'augmentation. Il y a autre chose encore, et peut-être que l'aspect philosophique peut être intéressant de ce point de vue-là, le fait de réaliser deux activités, non pas complémentaires, mais parfois même très différentes, aux antipodes même de ce qu'elles sont, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité, la source, de faire sauter les barrières, les passerelles de l'image que colporte un certain nombre de métiers en France qui sont véritablement hyper ancrés. La France, c'est un pays qui est vraiment affairé aux apparences. Et là, tout d'un coup, si on a des gens qui sont à la fois, je sais pas moi, boulanger et comptable, serveur, etc. Je précise quand même que trouver un serveur en France, c'est pas simple et que peut-être qu'on peut avoir l'espoir un jour. C'est plus simple que les prochains serveurs puissent toucher en tout cas 8 000 €. Mais en tout cas, du point de vue de l'image, il y a peut-être une source, et peut-être Gabriel Alperne peut nous y répondre, de décloisonner un petit peu l'apparence, l'image, le déficit parfois d'appréciation qui est adossé à un métier ou un secteur particulier. Gabriel Alperne. Oui, effectivement, c'est intéressant. Alors, c'est la raison pour laquelle, moi, je n'aime pas ce terme de slasher, alors, où on dit effectivement, il y a une espèce de slash, voilà. Parce que je pense que ce qui est intéressant, justement, c'est pas de passer d'un truc à un autre, c'est justement créer des ponts entre eux. Et du coup, ça permet à la fois d'augmenter un métier et d'augmenter l'autre également, l'enrichir, le féconder. Effectivement, un chanteur avocat ou j'ai vu qu'il y avait par exemple un directeur juridique qui fabrique des bijoux. Enfin bon, voilà. Je trouve que c'est intéressant parce que je pense que toutes ces activités peuvent s'apporter mutuellement des choses. Moi, tous mes travaux de recherche en philosophie portent sur la question de l'hybridation. Hybrider, pour moi, c'est faire un mariage improbable. Et c'est mettre ensemble des choses qui, a priori, semblaient contradictoires et qui, justement, mises ensemble, vont permettre de créer quelque chose de nouveau. Et c'est là où ça commence à devenir intéressant. Alors évidemment, si l'auto-entrepreneuriat n'est pas un choix, oui, là, évidemment, c'est quelque chose de terrible. Si en revanche, c'est vraiment initier quelque chose de nouveau. Et pour le coup, voilà, faire un petit pas de côté. Et je trouve ça triste de se dire qu'il y a la raison et la passion. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un peu des deux de chaque côté. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'effectivement, des secteurs différents, des métiers différents qui a priori n'avaient pas grand-chose à voir ensemble, justement, là, pour le coup, vont pouvoir vraiment, encore une fois, s'apporter mutuellement des choses. Et ça, je veux dire, on peut le voir, mais il y a plein d'exemples. Autour de nous, à toutes les générations. On va se retrouver dans quelques minutes. Restez avec nous, avec Gabriel Alperne, Denis Jacquet, Jérôme Laverny. L'auto-entrepreneuriat est-il une solution viable et dans quelles conditions? On va en revenir dans quelques instants. Pour continuer à en débattre avec nos invités, vous évidemment, 0826 300 300. On revient très vite, ne bougez pas, tout de suite. Sécurité humaine, formation professionnelle, accueil. Décidez d'agir avec Fiducial Sécurité, l'expert français de la sécurité privée, présente Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. Et vous écoutez les vraies voix de l'emploi sur Sud Radio avec Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi, Gabriel Alperne, docteur en philosophie, et ce livre donc qu'on vous a présenté il y a quelques semaines, qu'on vous représente tous sans tort, Éloge de l'hybridation, c'est aux éditions Le Pommier. Denis Jacquet qui est avec nous en direct de Miami aux États-Unis, entrepreneur, fondateur du mouvement Day One. L'auto-entrepreneuriat est-il une solution viable? On poursuit le débat jusqu'à 20h. Tiens, Denis Jacquet, je vous redonne la parole. Comment ça se passe aux États-Unis? Parce que nous, alors, on
on a ce statut auto-entrepreneur depuis 2008, ce statut d'ERCOR, je le disais, depuis 2020, plus 9% de création de micro-entreprises. Comment ça se passe aux États-Unis? Ce n'est pas du tout le même système qu'en France. Je sais qu'aux États-Unis, et c'est depuis une quarantaine d'années comme ça, ce n'est pas une exception de cumuler plusieurs métiers. Au contraire, c'est la vie quotidienne. C'est classique chez vous. C'est un mode de vie qu'on pourrait retranscrire en France, Denis Jacquet, selon vous? Est-ce que nous, les Français, on est prêts, comme aux États-Unis, à bien vivre et pour bien vivre, faire plusieurs métiers? Alors, en fait, c'est pas une question très simple et ni très manichéenne, parce qu'en réalité, il y a des énormes inégalités aux États-Unis aussi. Bien évidemment, quand je cite ce moment particulier de l'histoire des États-Unis post-Covid, où, comme en Europe, on ne trouve plus personne pour faire aucun job et qu'il y a une pression à la hausse, tout à coup, les salariés reprennent le pouvoir. Que vous soyez salarié ou indépendant, tout à coup, vous avez un vrai pouvoir. C'est-à-dire que c'est un choix. Soit on lisse dans le temps, on a un droit social qui est assez fort et du coup, ils vont cantonner à rester sous une ligne ou au niveau d'une ligne. Soit effectivement, il y a des moments où vous gagnez, il y a des moments où vous perdez. Et là, pour l'instant, le pouvoir est du côté des salariés. Et je trouve ça néanmoins relativement intéressant, sachant qu'ici, dans beaucoup de professions, d'abord, les étudiants commencent très tôt. Ils ont un job tous pendant leurs études parce qu'ils n'arrivent pas à les financer. Alors, vous me direz maintenant, en Europe, c'est un petit peu la même chose parce qu'il y a beaucoup de parents qui n'ont plus les moyens de suivre les études de leurs enfants, de payer tous les frais qui vont avec. Donc, c'est très culturellement impliqué ici. La deuxième chose, c'est qu'il y a une mobilité qui est beaucoup plus forte. D'abord parce qu'on peut être viré en 24 heures, du coup on est très mobile dans son emploi pour en rechercher un très vite. Et comme il y a très peu de garanties, de chômage, d'aide, etc., du coup les gens sont vraiment toujours incités à travailler beaucoup plus, parfois beaucoup trop aussi. Moi j'adore les États-Unis, mais je suis très clairvoyant sur les défauts du système. Quand vous êtes malade aux États-Unis, il faut être mieux malade en France. Je veux dire, il n'y a pas photo. Et puis quand vous êtes endetté à vie pour faire vos études, c'est un truc que je trouve insupportable. C'est-à-dire que c'est des talents gâchés parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire des études. On ne peut pas faire un truc comme ça. Mais en tout cas, au niveau du fait de pouvoir cumuler plusieurs emplois, je le vois ici, il y a des gens qui ont au minimum 2 emplois et qui travaillent 6 jours sur 7. Alors, certains le verront très mal, trop. On ne peut pas passer sa vie à travailler, etc. Eux le voient plutôt pas mal parce qu'ils disent aussi j'ai un niveau de vie qui est un peu le rêve américain, je peux m'acheter une maison, je peux gagner de plus en plus d'argent, c'est un peu du sarkozysme, c'est je travaille plus, je gagne plus, et on a cette possibilité et on n'est pas contraint par la norme. Et puis la dernière chose qui est différente, c'est qu'il y a une législation fédérale et il y a des législations par État. Donc être auto-entrepreneur et bosser pour un équivalent de Deliveroo, un Uber Eats, vous pouvez être condamné à une requalification comme salarié dans l'État de Californie assez facilement. D'ailleurs, c'est arrivé, mais ça se négocie. Et ils ont négocié et ils ont pu continuer tel que c'était en donnant des gages et en négociant. En France, vous avez le procureur qui vous tombe dessus. Je ne sais pas si vous avez vu les attendus et même le dialogue de la procureure qui est juste une haine absolue de l'entreprise et de l'entrepreneuriat en disant mais même si ces gens vous disent qu'ils sont plus heureux qu'ils le veulent et qu'ils se sentent plus libres, nous, on s'en fout, on applique la loi. Enfin, je ne sais pas si vous avez lu son réquisitoire. C'est « je m'en fous des gens. Moi, j'applique la loi et en plus, on ne la lâchera pas. On va les interdire de gérer 5 ans de prison par sursis. » Enfin, un truc délirant. Pour Hitch, moi, j'avais assisté au procès pénal en France, mais c'était un déferlement de haine contre des gens qui essayaient juste de mettre un modèle économique qui permettait aux plus démunis d'utiliser une sorte de Uber à moins cher pour rentrer en banlieue le soir. Après, c'est toujours le même débat. Est-ce que finalement, on permet aux plus démunis et à ceux qui veulent s'en sortir de travailler, ou au contraire, est-ce que c'est du travail dissimulé? Est-ce qu'on les exploite? C'est vrai, Jérôme Laverny. Oui, tout à fait. Il y a cet éternel débat. Relativement vigilant. Dans le micro, Jérôme. Il y a 2 décryptages qui me semblent aussi être intéressants, colportés par cette existence et ce développement de l'auto-entreprise. C'est le lien par rapport la relation par rapport au diplôme, et peut-être une comparaison qui a souvent été établie entre précisément les États-Unis ou tous les pays anglo-saxons et la France, a voulu que on considère qu'en France, les entreprises, les gens d'une manière générale étaient plus esclaves des diplômes de l'école, etc., etc. Et en fait, ça fait un petit peu sauter le système et ça dit tout haut ce que les entreprises en réalité disent quotidiennement, à savoir que franchement les diplômes importent peu, importent plus, n'importent pas autant aujourd'hui en France que par le passé. Deuxième décryptage aussi peut-être, et pas très éloigné du premier, celui en lien avec l'orientation
l'orientation. C'est vrai qu'en France, on a souvent eu tendance à imaginer l'orientation professionnelle comme étant liée intimement à ce que l'on veut faire, à ce que l'on aime faire. Alors, ce qui peut être le cas, et une conjonction bien heureuse dans un certain nombre de cas, mais ce qui peut fausser la donne. Autrement dit, l'auto-entrepreneuriat peut aussi donner l'opportunité à quelqu'un de traduire dans une activité rémunératrice, professionnelle, eh bien une passion, un hobby, un loisir, sans forcément avoir l'esclavage de considérer qu'il faille l'inscrire de façon définitive dans une orientation professionnelle périlleuse. On voit des gens donc s'orienter vers un métier, alors qu'on sait très bien que du point de vue professionnel, ça va être voué complètement à l'échec, eu égard notamment au nombre d'emplois. Et ben là, voilà, l'idée, c'est peut-être que cet auto-entrepreneuriat peut permettre de mettre professionnellement en pratique quelque chose qui relève effectivement des loisirs, sans tomber dans ce travers du projet professionnel. Ouais. Gabriel Alperne, sur la génération, on parle beaucoup de la génération Y, mais c'est vrai que la génération Y, c'est une génération, on l'appelle aussi une génération Kleenex, c'est-à-dire que c'est plus comme nos parents, on peut plus rester dans une entreprise de nos 20 ans à nos 60 ans, ça y est, c'est fini. Alors, nos jeunes ne sont pas contents, ne sont pas satisfaits, ils claquent la porte et ils partent. Finalement, le statut d'auto-entrepreneur a été fait un petit peu pour eux, sans le savoir. Disons qu'effectivement, on ne veut plus vivre une vie professionnelle, on veut vivre 1000 vies professionnelles en une. Alors, je ne dirais pas que c'est un sujet... Enfin, par rapport à l'engagement, enfin, comme si c'était une génération complètement désengagée, parce que, enfin, au contraire, je pense qu'elle s'engage, mais peut-être sur d'autres choses, sur d'autres causes, enfin, peut-être une autre forme de fidélité ou autre forme de militantisme. Enfin, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, je pense que toujours est-il qu'il y a effectivement ce sujet du freelance, de l'entrepreneuriat. Et ce que je trouve intéressant dans toutes les études que j'ai pu lire, c'est que ça arrive souvent vers 30, 33 ans, 34 ans, au moment où, pour le coup, c'est quand même le pic de l'employabilité pour ces jeunes, mais qui justement décident de prendre la tangente, de sortir du circuit classique, alors qu'il pouvait être vraiment le CDI, voilà, non, et justement de pouvoir créer quelque chose. Et je pense que, encore une fois, les entreprises, les administrations n'ont pas encore pris toute la mesure de ce besoin, en tout cas chez un certain nombre de travailleurs, de pouvoir, oui, avoir une forme de liberté dans leur travail, dans la manière dont ils l'exercent. Moi, je connais effectivement un certain nombre de personnes qui, par exemple, auraient voulu avaient un certain nombre d'idées dans leur entreprise et auraient voulu pouvoir la développer, éventuellement donc avec ce statut d'intrapreneuriat, où là pour le coup on est un peu en mode start-up tout en étant salarié, donc on a tous les avantages entre guillemets de l'entrepreneuriat, parce qu'encore une fois on est en mode start-up, voilà. Mais on a aussi tous les avantages du salariat parce qu'on est rémunéré comme un salarié. Donc il y a effectivement cette appétence-là. Sauf que un certain nombre d'entreprises, administrations, pour le coup, n'ont pas forcément vraiment voulu jouer ce jeu-là, ou en tout cas non, pas forcément aller, je pense, au bout de cette logique d'intrapreneuriat, qui, je pense, aurait pu permettre ou permettrait de retenir ces jeunes, en se disant, bah voilà, vous voulez créer quelque chose, vous voulez être un peu chef de votre projet, très bien, on va vous donner les clés, on va vous faire confiance. Et ce sujet de l'autonomie, du besoin qu'on nous fasse confiance, ce sujet de la responsabilisation, je pense, encore une fois, ça c'est un énorme sujet de management, d'organisation du travail, de coordination. Mais pour le coup, encore une fois, je pense que si les entreprises veulent garder leurs jeunes, il n'y a que comme ça qu'elles pourront... Alors, vous connaissiez ça, j'imagine, Denis Jacquet, pour finir, l'intrapreneuriat ? Oui. Donc, c'est une notion qui s'est développée assez vite depuis, on va dire une grosse quinzaine d'années dans les entreprises, pour donner cette capacité à des salariés qui sont souvent dans un carcan hiérarchique d'organisation de pouvoir s'éclater, lancer un projet en interne, soit pour le faire grossir, en faire quelque chose, soit pour à un moment donné, comme en bon français, faire une spin-off, c'est-à-dire l'externaliser, dire c'est vachement bien ton truc, vas-y, maintenant on va le faire à l'extérieur, et on va même parfois te financer, certains des grands groupes le font. Donc c'est intéressant. Et pour conclure, parce que je veux juste vous donner une toute petite... Alors allez-y Denis, parce qu'il nous reste 30 petites secondes, alors très vite. Ça va me suffire très largement. Très bien. Là où c'est aberrant cette décision de Deliveroo, vous savez quelle est la moyenne de maintien d'un livreur dans une boîte comme Deliveroo en Europe? 4 mois. Oui. Donc on est en train de dire c'est des salariés dissimulés, mais non, il reste jamais plus de 4 mois dans l'entreprise, donc c'est pas des salariés dissimulés, c'est vraiment des gens indépendants qui font ça un temps et qui arrêtent de le faire en moyenne
4 à 6 mois. Donc, ce ne sont pas des salariés dissimulés. C'est là toute l'aberration de cette décision. Et puis, heureusement qu'il y a eu évidemment tout ce qu'on connaît depuis quelques années avec les Uber Eats, Deliveroo, etc., pour permettre à ces jeunes, évidemment, de s'en sortir et de mettre un pied dans le monde du travail. Parce que, auto-entrepreneur ou pas, c'est un pied dans le monde du travail. On est très pris par le temps. Merci. Allez-y, Astrid, dans 10 secondes. En tout cas, si nos auditeurs souhaitent bigarrer leur vie par une activité complémentaire ou l'amorcer, soyez réconfortés à la lecture de cet ouvrage, Tous sans tort, de Gabriel Alban. Voilà, qui est docteur en philosophie, également Denis Jacquet, entrepreneur, fondateur du mouvement Day One, et merci à vous Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi. Le Loft Music, c'est dans quelques instants.